Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 et notre invité, c'est le président de Century 21, Charles Marinakis. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors vous savez, avec l'or, on ne comprend plus rien. On ne sait pas ce que devient le marché immobilier, parce qu'on a des signaux tellement contradictoires et on raconte tout et n'importe quoi, enfin pas nous, mais en général. Où va le marché immobilier? Où est-il d'ailleurs en 2022? Est-ce que les prix baissent? Est-ce que les prix montent? Ça dépend où, évidemment. Et 2023, est-ce que vous êtes optimiste? Vous êtes pessimiste? Là, il faut vraiment donner des clés aujourd'hui. Alors, je comprends que vous soyez un peu perdu. Je reconnais que, d'abord, c'est un marché qui avait pris de mauvaises habitudes, qui était parfaitement régulé sur les 10 dernières années. Ouais. Et puis, la patatras, en 2022, il y a beaucoup d'indicateurs, vous savez, qui sont venus un peu le perturber. Du coup, il y a des phénomènes nouveaux qu'on n'avait pas observés. La hausse des taux. Il y a de quoi. Voilà. Du coup, c'est vrai que beaucoup de gens s'expriment sur le marché de l'immobilier. Probablement, on hypertrophie un peu aussi certaines difficultés. Voilà. La réalité, c'est que ce sera quand même 1 100 000 transactions en 2022. Beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est 8 à 10% de moins que 2021, qui était quand même une année record. De rattrapage. De rattrapage. Donc, il n'y a pas à péril dans la demeure. C'est un marché qui reste extrêmement tonique, qui est motivé par un processus d'offre et de demande assez conventionnel avec des régulateurs. Ce sera encore une fois 1 100 000 transactions. Il n'y a pas de situation de rupture sur ce marché-là. Il y a des aménagements, il y a une adaptation, il y a un atterrissage des prix sans... Il y a un changement de paradigme majeur avec la hausse des taux quand même qui change tout. Oui, alors je suis pas sûr que ça change tout, ça change des choses, mais ça change pas forcément tout. Et peut-être que cette problématique du taux d'usure, si vous voulez, qui a été mis en exergue et en avant... Beaucoup, notamment par l'or, on a bloqué un petit peu le marché immobilier parce que le taux d'usure est capé en fait les taux. Je suis assez d'accord. Après, c'est le niveau de blocage, si vous voulez. Si ça avait été si bloquant que ça ferait pas 1 100 000 transactions. Ouais. Soyons réalistes. Donc ça a bloqué. Dire que ça n'a pas bloqué, c'est pas vrai. Ça a bloqué. Je vois par exemple dans notre réseau, ça a doublé le taux, si vous voulez, d'échecs de transactions. Oui, mais pas ces 6%. C'est pas 40%. Ouais, à un moment donné, les courtiers nous disaient 40%. Voilà, je pense qu'il y a eu une communication. Moi, je comprends la réaction des courtiers parce que c'est leur cœur de métier, donc ils se sont sentis un peu en danger. Peut-être qu'ils ont surréagi. Mais vous, c'est 6% des dossiers en gros chez vous, donc. Oui, ça n'est que 6% des dossiers. Donc, si vous voulez, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Mais c'est pas 40%. Il y a le taux d'usure évidemment qui bloque mécaniquement le marché, mais il y a la hausse des taux qui vous font reconsidérer votre projet, qui vous font perdre des mètres carrés, voire faire abandonner des projets immobiliers. Ça, vous le voyez poindre ou pas ? Pas vraiment. Je crois que vous savez, la décision... Alors moi, j'ai une conviction forte que je peux partager avec vous. Moi, je ne crois pas qu'on se lève un matin et qu'on dise « Ah, le taux est à 1,20, donc je vais acheter mon appartement ». Je ne crois pas que la motivation profonde, si vous voulez, de l'acquisition immobilière soit les taux d'intérêt. Voilà. Ce qui génère, le fait générateur, le taux d'intérêt, vous avez raison, c'est un régulateur de marché. D'accord ? Ça va l'accélérer ou le ralentir. Voilà. Est-ce que ça peut avoir un effet quand même sur le niveau de prix ? Effectivement, c'est-à-dire qu'à une époque où les taux étaient très bas... J'y viens. Ouais. En fait, quand vous avez pris le fait générateur d'une décision d'achat, c'est un fait de vie. C'est un choix et un fait de vie. Souvent un choix heureux d'ailleurs, parfois malheureusement des choix malheureux, mais il y a un fait générateur qui est un fait profond, qui va bien au-delà, d'accord, du taux d'intérêt. Une fois que vous avez pris votre décision d'acheter, eh bien, vous exprimez vos desiderata en disant, voilà, idéalement, je voudrais acheter à tel endroit, et puis vous confrontez votre demande et votre capacité d'achat à la réalité du marché. Et là, vous avez 2 options. Soit vous êtes très éloigné de la réalité du marché, et puis vous vous abstenez, puis vous différez votre projet, et là, je vous rejoins madame, soit vous l'adaptez, c'est-à-dire vous changez de région, vous vous éloignez de 10 ou 20 km de plus du centre de l'hyper-centre-ville, ou vous perdez des mètres carrés. Voilà. Donc ça dépend, si vous voulez, du besoin et de la motivation essentielle de l'acte d'achat. En 2022, les prix n'ont pas vraiment évolué, ça dépend, en province, pareil, il y a eu des petits ajustements, mais pas très significatifs. Est-ce que vous pensez qu'en 2023, compte tenu de ce contexte financier, les prix devraient diminuer? Est-ce qu'il y a une bulle ou pas? Non, il n'y a pas de bulle. Pas de bulle, pas de fracture. Mais il y a une nécessité de régulation des prix. Les prix, aujourd'hui, sont clairement trop élevés. À la sortie du Covid... Ça s'appelle une bulle, non? Non, parce que le bulle, ça supposerait qu'il y ait une fracture, si vous voulez. Moi, j'aime pas trop cette... Il faut ça redescendre doucement. Oui, mais c'est ce qui se passe. Si vous voulez, on a vu les prix 2021, croissance des prix, vous avez vu, on en a parlé ensemble. Ouais. Les maisons, c'est plus 15%, les appartements, plus 8%. Dans certaines régions, c'est pire, on y reviendra. Mais en fait, on voit qu'en 2022, début premier semestre, on a un peu le prolongement de 2021. Et puis le marché a pivoté l'été. Au mois de juin, il a pivoté. Ouais. Et aujourd'hui, la volumétrie des transactions baisse parce que les prix sont trop élevés. Et donc, les prix commencent à baisser. Voilà. De combien? Et il faut...
Pour l'instant, c'est soft. C'est à Paris, moins 1,2 par exemple, si vous voulez. On va être dans une fourchette entre 1 et 3%, mais il va falloir que ça se régularise et que ce phénomène de baisse de prix s'accentue un petit peu dans l'année 2023 si on veut que le marché soit pas crispé. Post-Covid, on a vu un certain nombre de villes, de provinces exploser, voire même avoir du mal à gérer l'envie d'aller dans certaines villes. Est-ce que ça continue, des villes comme Vannes, comme Angers, comme ça, ou est-ce que ça se stoppe? Non, sur la saturation du prix. Ah oui. C'est-à-dire on a atteint le plafond de verre. Vous savez, il y a une réalité. Ce marché, il a quelque chose de fantastique. Quand c'est trop cher, c'est trop cher. Et vous avez certains appartements ou certaines maisons, on le voit aujourd'hui, on les fait visiter 20 fois, 25 fois, 30 fois. Donc soit il a un défaut majeur qui fait qu'il n'est pas vendable, soit c'est que le prix n'est pas en équation avec le marché sur lequel il se situe. Donc on va passer d'un marché, je l'explique comme ça, de la valeur au prix. La valeur, c'est ce que vous estimez de votre bien. Et vous savez que dans la valeur, il y a le prix plus... L'émotion. L'émotion, voilà. Et l'émotion, c'est subjectif, donc c'est pas quantitatif. Et puis il y a le prix. Le prix, c'est la réalité du marché, c'est la somme d'argent la plus élevée que le meilleur acheteur du marché. C'est-à-dire que des villes vont redescendre quand même, là oui, clairement. Oui, elles vont redescendre, bien sûr. Bien sûr, elles vont être obligées, sauf parce qu'encore une fois, le marché se crispe et que les transactions ne se fassent pas. Mais il y a aujourd'hui, et je trouve que c'est sain d'ailleurs pour notre marché, qu'aujourd'hui les prix reviennent à la baisse. Je ne dis pas qu'il y aura une fracture. Personne ne va baisser de 20 ou 25%. C'est une vue de l'esprit, tout simplement parce qu'il y a malgré tout une loi du marché profonde et que la demande de logement est supérieure à l'offre. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. C'est une réalité de notre marché. Et c'est pas une année comme celle-ci où vous savez mieux que moi, les promoteurs sont en berne, avec 90 000 logements neufs mis sur le marché. Là où, d'après Alain Dinin, qui est une référence pour moi en matière de logement neuf, exprimait un besoin de 500 000 logements par an. Donc, tant qu'il y aura cette tension sur le marché, il n'y aura pas de fracture de l'immobilier. Est-ce que la mobilité géographique qu'on a post-Covid, qu'on a vu avec des cadres notamment, le télétravail, l'éloignement des villes, est-ce que ça se poursuit? Non, ou est-ce qu'on est un peu à la fin du phénomène? On est à la fin du phénomène. Je pense que celles et ceux qui avaient pris la décision, si vous voulez, de migrer géographiquement, l'ont fait ou ont renoncé à leur projet. Mais en revanche, ça a mis en exergue quelque chose, et je crois que cette année 2022, elle sera riche d'enseignements malgré tout, si vous voulez. Je crois qu'aujourd'hui, il faut bannir un mot. Il n'y a plus de marché de l'immobilier. Vous disiez vous-même, Christophe, on est un peu perdu, et c'est normal. Il y a des marchés de l'immobilier. Voilà. Et on peut plus. Quand je vous dis, le prix d'un appartement moyen en France, c'est 4 000 euros, et d'une maison, 3 500 euros. Quand je parle à un Parisien, il me rit au nez. Il me dit, c'est une plaisanterie. Et quand je parle à un Arbonnais, il me rit au nez, parce que c'est 2 fois le prix du mètre carré. Mais ça a toujours été. Ça s'est aggravé, si vous voulez. Ça s'est aggravé. C'est-à-dire, les divergences aujourd'hui de prix dans les régions, elles n'ont pas réagi de la même manière. Elles n'ont pas la même attractivité non plus. Et ce phénomène-là a amplifié la régionalisation des prix. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut raisonner sur des marchés de l'immobilier avec une analyse qui doit être une analyse à minima par département, par grande ville, voire par région, si vous voulez. Mais on peut plus se contenter. C'est une hérésie de donner un prix moyen du mètre carré. Quel va être l'impact de la dotation thermique sur les prix des logements? Parce qu'on voit sur le marché de la location, l'interdiction de louer des appartements qui sont des passoires. Des passoires énergétiques. Ouais. Est-ce que ça, vous voyez déjà effectivement des volaires décrochés parce que on s'approche des zones où c'est interdit? Deuxième enseignement, c'est bien que cette question, vous posiez cette question. Le deuxième enseignement de l'année 2022, c'est que vous voyez justement le marché d'immobilier, c'est pas un marché volatile. Il se fracture pas, il s'adapte. Mais il s'adapte sur un temps qui est un temps relativement long. C'est pas une cotation boursière. On est sur BFM Business. Une mauvaise annonce aujourd'hui de mauvais résultats ou un phénomène macroéconomique ou international quelconque peut faire chuter une action de 5 à 10% le lendemain matin. C'est pas le cas chez nous. Donc, il n'y a pas de volatilité de ce marché. Il s'adapte, il a pivoté, il va retourner en faveur des acheteurs. Les prix vont baisser, vont s'adapter, mais il n'y a pas de situation de fracture. En revanche, le phénomène de la loi climat et des passoires énergétiques, on l'observe davantage dans les locations que dans les ventes pour l'instant. Parce qu'aujourd'hui, les vendeurs n'ont pas encore pris la décision soit de retirer le bien de la vente, ils commencent seulement à le faire, soit à baisser le prix. Donc on ne le voit pas vraiment, ce phénomène-là. Ils ne sont pas encore enclins, je vous le dis clairement, à dire bah oui, mais moi il y a des travaux de remise en conformité énergétique, c'est 10, 20, 30 000 euros, donc il faut que j'adapte mon prix. Ils n'en sont pas là dans leur réflexion. En revanche, la location, c'est immédiat. C'est-à-dire l'acte de locatif, c'est une disponibilité immédiate. Et là, il y a des contraintes énergétiques.
Et malheureusement, on est en train d'assécher le parc locatif privé, clairement. Oui. Là, vous l'avez vu, clairement, clairement. il y a des biens qui On sont a sortis beaucoup du de marché. propriétaires bailleurs qui retirent leurs biens de la location pour des raisons de non-classification énergétique et qui le mettent sur le marché de la transaction, bien sûr. Ah ouais, Oui, c'est clair. Donc on va vers une crise du logement locatif quand même. Hein. Oui, ben vous avez déjà le logement locatif privé, c'est 23% seulement, hein, voilà, de 40%. En fait, un petit décorum du logement en France, c'est 36 millions 600 000 logements en France. C'est ça là, le décorum. 82% de résidences principales, 10% de résidences secondaires. Donc vous voyez, c'est pas non plus la moitié de la France qui a des résidences secondaires. Et un truc qui est un vrai scandale, 8% de logements vacants. D'accord, ouais. Il y a 3 millions de logements vacants. Voilà. Ça, c'est le premier scandale. Et ensuite, dans la typologie, pour faire simple sur 3 chiffres, 60% de propriétaires, 40% de locataires. Et dans les locataires, c'est que 23% le parc locatif privé. Ça fait à peu près 8 millions de logements, si vous voulez. Voilà. Sur 67 millions de personnes, vous comprenez bien. D'autant que, vous savez, le nombre d'occupants par logement a perdu une personne par logement en 50 ans. C'est-à-dire, on était à un peu plus de 3 personnes. Voilà. Ce qui explique maintenant la colocation, le co-living, c'est-à-dire en fait, on mutualise l'espace parce qu'on n'a pas assez d'espace. Donc on met plus de personnes dans les mêmes surfaces de mètres carrés. Merci Charles Marinakis, président de Century 21, d'avoir été avec nous ce matin.